Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur le point marseillais. J'espère que vous allez tous bien, parce que très bien, ça m'étonnerait. Pour tous ceux qui m'écoutent, normalement, vous êtes tous marseillais. N'hésitez pas si vous n'êtes pas de l'OM, si vous n'êtes pas supporter de l'OM plutôt, n'hésitez pas à me dire de quel club vous êtes, les amis. Alors aujourd'hui, on va revenir sur le match d'hier, bien sûr. On va revenir un petit peu sur l'actualité. Il n'y a pas grand-chose. Il y a un peu de mercato. On va en parler tout de suite même dans cette vidéo. Mais je vais faire un point quand même sur ce cas-là précis là. Donc parce que là, c'est toute la soirée, toute la nuit, ça en parle dans les réseaux sociaux. Vous savez très bien de qui je vais parler pratiquement tout le long de la vidéo. Mon petit Vitinha. Alors, ça là, qu'est-ce que c'est que ça? Sans déconner. Même mon chien. Vous vous en souvenez de même mon chien pour Balerdi? Ah ben là, même mon chien, il la met. Sans déconner. Regardez-moi ça. Le but, il est vide. À 1,50 m, 2 mètres du but. Un attaquant. On s'en fout du prix de l'attaquant, là. Même un attaquant, même Sidi Ali qui est de l'autre côté, il n'en revient pas. Sidi Ali, vous voyez derrière que c'est un réserviste qui a 29 ans. Il arrive, je pense qu'il l'aurait mis. Même Germain Mitroglou, tout le monde houspillé, il l'aurait mis. Même moi, je l'aurais mis. Ça devient pénible. Ça devient pénible d'avoir des joueurs comme ça. Alors, on va parler, ouais, il faut lui laisser le temps et tout. Mais non, il n'y a plus le temps, c'est fini. Ça fait un an, plus d'un an qu'il est là. Au bout d'un moment, ça suffit. Il n'est pas capable de contrôler un ballon. Il n'est pas capable de faire une remise. Il n'est pas capable de la mettre au fond quand il n'y a plus de gardien. Il faut faire quoi? Faut le prendre comme un mannequin et pousser le ballon avec. C'est terrible. Regardez-moi ces jambes-là. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il est en l'air. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne sait pas s'il doit la prendre du pied gauche, du pied droit. C'est énervant. C'est énervant. J'ai pas envie de gueuler parce que là, il y a les enfants qui dorment. Mais je peux vous dire que la nuit, j'ai gueulé. J'ai gueulé toute la nuit. J'ai travaillé toute la nuit. Et comment réagir à cela? On va en parler. On va en parler, les amis. On va arrêter avec cette introduction. Aujourd'hui, il n'y a pas de jeu parce que j'ai pas envie de jouer. Et on va aller tout de suite sur l'introduction. Allez, introduction. Ah bah tiens, ça aussi, je vais enlever. Allez, on va sur l'éphéméride du jour. Allez, on va essayer de repartir un petit peu dans le joyeux. Mais comme on va revenir sur le match et sur Vitinha, bah, on va encore s'énerver. Tranquillement, mais sûrement. Alors, l'éphéméride du jour, nous sommes le 28 janvier 2024 et nous avons 3 anciens joueurs qui sont nés le 28 janvier. Donc, il y a Dos Santos Saldana, Aleph, un Brésilien passé par l'OM. Je ne l'ai pas connu, pourtant c'est il n'y a pas si longtemps. Il n'a jamais joué, j'ai regardé, il a joué 0 match. Je me suis informé quand même. Après, nous avons Alberto Corazza, donc ça, je n'ai pas connu, j'étais même pas né quand il jouait. Et Philippe Vercruis. Par contre, lui, je l'ai connu et lui, je l'ai apprécié et lui, il l'aurait mis au fond. Voilà, à chaque fois qu'il y aura un joueur, je vais vous parler d'un joueur, je pense qu'il la mettra au fond. Voilà, lui, il l'aurait mis au fond, Philippe Vercruis, pour ceux qui connaissent, un très bon joueur. Je ne sais pas s'il a eu une sélection avec l'équipe de France, je ne suis pas sûr. Donnez-moi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais Philippe Vercruis, superbe joueur, élégant, des années tapis, hein, 88-91. Voilà, donc ça, c'est des joueurs de classe. Voilà, à cette époque, c'était un remplaçant. Et je peux vous dire que ce remplaçant-là, de ce niveau-là, à cette époque de maintenant, vous le mettez titulaire. Et c'est peut-être même le capitaine numéro 10, tout ce que vous voulez. Voilà, Philippe Vercruis, c'était un joueur de classe par rapport à Vitinha et tout ce qu'on a. Allez, on va enchaîner. Merci à Philippe Vercruis. Bon anniversaire à toi, Philippe. Et bon anniversaire à tous ceux qui sont nés, donc, ce 28 janvier. Allez, on enchaîne avec quoi, les amis? On va sur... Allez, on y va, let's go. Sur le Mercato. Allez, on commence par la tribune olympienne qui nous parle de la piste Saïd Benrahma. Donc on recherche justement un joueur capable de faire du jeu, capable de provoquer, capable d'être sur le côté ou dans l'axe. Saïd Benrahma peut-être serait ce joueur pour remplacer pourquoi pas un départ d'Ismaïla Sarr, voire de Vitinha, voire d'Enrique, voire des 3, voire des 2, voire des 2,5, je ne sais pas. En tout cas, voilà, on verra bien. Pour l'instant, il n'y a aucun départ. Pour l'instant, il n'y aura aucune arrivée s'il n'y a pas de départ. Ça, faut se le dire, hein. Il n'y aura aucune arrivée, pas de Benrahma, pas des joueurs après, que je vais parler, mais on va garder nos joueurs. Ça commence à faire un petit peu trembler certains. Allez, je continue. Donc, l'OM devra finaliser le départ d'Ismaïla Sarr pour se renforcer offensivement. Donc, il parle d'Ismaïla Sarr, mais ça peut parler aussi de Vitinha ou d'Enrique.
Allez, j'enchaîne avec une autre piste maintenant, c'est celle de Giovanni Reina. Selon Bild, le journal allemand, l'OM tente de conclure le prêt avec option d'achat du milieu offensif Giovanni Reina, l'américain, mais pour le moment, son offre n'a pas du tout convaincu les dirigeants du Borussia Dortmund. Donc on en reste un petit peu au même point concernant ce sujet-là. On va préciser que regardez la Minute OM qui nous précise que quoi? L'Olympique de Marseille est toujours sur Gio Reyna, malgré de forts intérêts de Nottingham. Les dirigeants marseillais n'ont pas encore fait d'offre officielle, mais ça peut très vite s'accélérer en cas de vente d'un joueur offensif. Donc ça parle toujours de la même chose. Il faut un départ d'un joueur offensif, par exemple Sarr, par exemple Vitinha. Enrique, je ne pense pas, même pas qu'il rentre dans ce domaine-là. Enrique, je crois que c'est déjà acté qu'il parte. Et on va en parler de Luis Enrique justement après. Il ne faut pas oublier que Jorge Mendes est l'agent de Gattuso est également du joueur. C'est une donnée importante. Donc ça, c'est très important pour le fait que si on doit recruter ce joueur, il a le même agent que le coach. Donc je ne sais pas si ça peut porter préjudice, problème. Je ne sais pas, n'hésitez pas à me dire. Allez, on continue sur le dossier Jorge Reyna et après on va sur le match. Vous inquiétez pas, on revient sur le match. Fabrizio Romano qui nous dit hier, Nottingham Forest continue de travailler sur les accords avec le nouveau gardien de but et Giovanni Reyna. Donc il parle du gardien de but de Nottingham. Négociations en cours pour le prêt de Reyna, car des discussions ont également lieu du côté du joueur. Le RB Leipzig ne veut pas vendre Gulacsi, mais Nottingham Forest explore déjà les options pour un nouveau gardien de but. Voilà, donc c'est Fabrizio Romano qui nous dit que c'est toujours d'actualité. Et on continue, mais du côté de Nottingham. Et cette fois, c'est Ekrem Konur qui nous parle d'un autre joueur de Benrahma. Alors, je vais traduire cela pour ceux qui ne sont pas bilingues, trilingues, quadrilingues comme moi. Alors, je vous le lis parce que vous ne le voyez pas à l'écran. C'est Marseille, Lyon et Everton sont encore en course pour recruter l'ailier algérien de 28 ans de West Ham, Saïd Benrahma. Donc, il y a Lyon, il y a Marseille et Everton qui veulent recruter ce joueur. Allez, on enchaîne derrière avec la dernière information pour le mercato, parce qu'il n'y a pas beaucoup de mercato en ce moment. Voilà, donc on y va. Et j'ai une information qui me vient d'une personne qui est directement en Côte d'Ivoire et qui m'a informé du côté d'Abidjan. Le match s'est déroulé à Abidjan hier, Nigeria-Cameroun. Il a rencontré donc des proches, des tout proches, je ne vous parle pas, mais presque de la famille, on va dire. Allez, je vous précise, c'est la famille. Un proche de Moumbagna. Il est ambitieux en parlant de Moumbagna, donc c'est notre nouvel attaquant qui va remplacer Vitinha. Il est ambitieux, il veut être le nouveau Drogba. Donc c'est ce qu'il dit, Moumbagna. Il veut arriver et s'imposer directement, comme il a dit, je veux tout éclater, tout exploser, tout casser, je crois qu'il a dit. Et derrière, il nous a précisé, la famille, Faris a refusé Aston Villa et Newcastle pour l'OM. Donc quand même, ils ont les moyens, les clubs anglais. Gattuso adore Faris, en plus d'être puissant, rapide, et il est aussi ambidextre. Donc il peut jouer pied gauche, pied droit. Il est gaucher de base, mais il peut aussi être bon du pied droit. Il va jouer en pointe de fixation avec Aubameyang, et c'est toujours cette source-là qui m'a donné cette info-là. Donc merci à lui, et je lui souhaite une bonne journée. Et on continue derrière avec quoi? On va sur un petit point. Voilà, donc on va finir sur ce mercato-là, mais je vais faire 2 petits points sur 2 sondages, et après on changera. Regardez, j'ai mis ce sondage sur l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Donc je vous ai demandé comme question, regardez, il y a marqué en bas, là où il y a le petit gyrophare, lequel garderiez-vous si vous devriez n'en garder qu'un? Voilà, il y a 2 départs qui vont avoir lieu entre ces 3 joueurs-là. Lequel vous gardez parmi ces 3-là? Donc, j'ai fait un sondage. Bon, pour l'instant, je l'ai mis dans la nuit. Il n'y a pas beaucoup de votes. Ça va peut-être monter dans la journée. Mais pour l'instant, nous en sommes à pratiquement 400 votes pour 57%. Donc, on va arrondir à 60%. 60% de Enrique, qui resterait donc à l'OM. Sarr et Vitinha, next. Voilà, donc je vous demande un seul joueur. Donnez-moi lequel vous gardez parmi les 3. Voilà, on ne va pas parler par rapport qu'au match d'hier, mais par rapport à ce que vous avez vu jusqu'à présent. Allez, on continue et on regarde un autre sondage que j'ai mis sur Twitter. Voilà, c'est pas aussi important parce qu'il y a moins de monde qui me suit sur Twitter. Quoique, regardez, je l'ai mis cette nuit à 1h du matin et il y a 162 votes. On va dire que c'est pas encore vraiment concret, mais on va en parler quand même. Et je leur ai demandé une autre question. Regardez bien ce que j'ai demandé, c'est un dilemme. Pour 10 millions d'euros à peine, parce que pour 10 millions d'euros pour Vitinha ou pour Enrique. Alors vous allez me dire, Enrique, 10 millions d'euros, je vends. Mais pour Vitinha, est-ce que vous vendez aussi? Et là, lequel vous vendez? Eh bien, c'est Vitinha qui vend sur 162 votes. Alors, il y avait le match qui venait de se terminer, mais quand même, c'est quand même assez marquant. Ils n'ont pas réfléchi à se dire, putain, mais Vitinha, on l'a acheté quand même 27 ou 25 ou 30 ou 32 millions, j'en sais rien, mais on s'en fout. Mais cher. Et là, je leur demande pour 10 millions lequel vous vendez. Ils ne me disent pas Enrique, ils me disent plutôt Vitinha. Alors que Enrique, ça serait une bonne affaire si on le vend 10 millions. Je sais pas.
N'hésitez pas à réagir à ce domaine-là, de ce dilemme. Répondez-moi aux 2 questions que je vous ai posées là, celui-là et celui d'avant. Allez, on va sur quoi maintenant? On va faire un petit point sur la CAN. Allez, c'est très rapide. C'est très rapide pour la CAN. Très rapide. Allez, on enchaîne avec le Cameroun qui se fait éliminer. Donc Moumbagna qui va arriver, je vous en ai parlé juste avant, donc avec des petites infos croustillantes. Faris Moumbagna va pouvoir faire son arrivée du côté de Marseille puisque le Cameroun est éliminé. Il y a autre chose. Il a oublié d'en parler, InfoM, mais moi je vous le précise. Simon Ngapato Tenbu aussi est là, c'est un Marseillais, donc il aurait pu en parler. Il revient à l'OM. Et il y a aussi un autre joueur qui est dans notre effectif qui va pouvoir enfin se libérer, se délivrer. Et ben c'est François-Régis Mug. Il pourra jouer ou alors être prêté du côté de Saint-Etienne. Moi, franchement, si je suis à sa place, je demande à être prêté. Il nous reste encore 3 jours pour le mercato. François, écoute-moi, si tu regardes la vidéo, dites-lui même dans les commentaires, François, laisse-toi prêter. Allez, on enchaîne avec la CAN encore, on termine. Et aujourd'hui, on a un autre Marseillais qui va jouer du côté de la CAN. La République démocratique du Congo contre l'Égypte. Chancel Mbemba contre Mostafa Mohamed. Et tiens, je vais vous demander en plus une autre question. Est-ce que, imaginez-vous, il y a un échange à faire entre Nantes et l'OM. On vous propose Mostafa Mohamed. Tiens, ça vient de me tilter comme ça. Je vois l'attaquant, il joue à Nantes, il joue en France, il connaît la Ligue 1. Il marque quand même des buts, Mostafa Mohamed. Attention, c'est pas un attaquant si dégueulasse que ça. Est-ce que vous échangeriez Vitinha contre Mostafa Mohamed? Allez, donnez-moi votre avis sur cela. J'aimerais l'avoir dans les commentaires. Allez, il faut me le donner. Allez, j'enchaîne avec quoi maintenant? On va directement sur... Allez, on y va. Ça va être tendu là. Le match. Retour sur le match, les amis. On y va. Allez, on y va. On commence par le résultat. Bien sûr, 2 buts partout. Le but d'Aubameyang qui égalise après le premier but de Yedder à la 7e minute. Ça a été très rapide. Balerdi qui revient, qui marque... Non, pardon, excusez-moi. Je fais un petit peu dans le désordre. Alors, je reprends. 2-2, le premier but de Ben Yedder. Ensuite, l'égalisation d'Aubameyang. Et après, nous avons le but juste avant la mi-temps qui fait beaucoup de tâches encore, à la 49e minute, et Balerdi qui égalise d'une superbe frappe de loin. On va en parler des buts, bien sûr, et des prestations des joueurs. Je vous montre les compos assez vite. Voilà, vous avez un 4-3-3 du côté marseillais, on en avait parlé. Voilà, donc avec une compo qu'on pouvait s'attendre, parce que finalement, il n'y avait pas beaucoup de choix. Si on regarde le banc marseillais, eh ben, c'est terrible. Regardez, on va regarder derrière, on avait le banc, on a juste les remplaçants, il n'y a pas le banc là. Il n'y a pas le banc, mince, il n'y a pas le banc. Si on regarde le banc, il n'est pas, j'ai pas le banc. C'est pas grave. Mais il n'y avait que des jeunes, mis à part Correa. Mis à part Correa et le gardien Blanco et Sidi Ali, même si c'est pas un jeune, mais c'est quand même un jeune en fait dans l'âme parce qu'il n'a jamais joué en pro, et ben on n'avait que Correa qui avait de l'expérience et Blanco en gardien. Sinon tout le reste c'était des jeunes. Voilà, 4-3-3 et on va parler du match maintenant. On va se faire un petit film du match et après je vais revenir sur les notes. Alors le film de match il a commencé par quoi? Par de la tension dans les tribunes, avec des banderoles qui se sont déployées dans le virage sud et le virage nord. D'abord, on commence par celle du virage sud, avec la banderole déployée dans le virage sud. Donc, il y a marqué, en rouge, vous le voyez bien, propriétaire fantôme, président dépassé, dirigeant fuyant, vous êtes à l'image de cette saison, bidon. Est-ce que vous pensez que c'est un bon message à faire passer en avant-match? N'hésitez pas à réagir et on continue justement avec la deuxième banderole qui nous vient du virage nord. Alors on la voit moins, il y a un filet au milieu, mais il y a monsieur Karim Atable qui nous la relaye. Il nous dit, chez les fanatiques aussi, sort les banderoles. Propriétaire, direction, y a-t-il encore un projet à l'OM? C'est un petit peu comme le film, pour ceux qui connaissent, y a-t-il un pilote dans l'avion? Voilà, donc qu'est-ce que vous en pensez de ces 2 banderoles-là? Est-ce que ça fait vraiment précis dans ce qui pose problème actuellement? Donc est-ce que c'est vraiment la direction qui pose problème dans ce nouveau projet qu'on ne voit pas émerger du côté de l'OM, ou est-ce que vous pensez que c'est juste le sportif? Parce que là, c'est un petit peu les deux, mais on va dire que quand même la direction a déconné cet été surtout. Voilà, donc cet été, moi je l'avais dit, cette gestion estivale a complètement été foirée. Alors je parle pas que de Marcelino, mais même le mercato trop tardif, même la reprise à l'entraînement pour moi trop tardive. On ne doit pas reprendre en même temps que Lorient, Nice, toutes ces équipes toutes carquées qui n'ont pas de Coupe d'Europe. Nous on a une Coupe d'Europe à jouer, on a 2 tours préliminaires à jouer. Jamais on doit reprendre en même temps qu'eux, on doit reprendre au moins une semaine à l'avance. Et je m'en fous que les joueurs sont en vacances. Ils ont loupé le coach l'année dernière en se qualifiant pas directement en terminant 3e, ils terminent derrière Lens. Et ben pour être punis pour cette sanction de
d'être troisième et au lieu d'être deuxième, parce que normalement on est deuxième, avec tout ce qu'on a comme transfert et tout le bordel, on doit être devant Lens l'année dernière, et ben vous les punissez, vous les faites revenir une semaine à l'avance. Si tu es dirigeant, moi je suis dur comme ça, je leur dis non, il n'y a pas de passe-droit, vous partez pas à Mayotte ou je sais pas quoi, non, vous revenez une semaine à l'avance. Voilà, et ça va être dur, ça va être du foncier. Voilà, moi ce que j'aurais fait, ça aurait été ça. Allez, on part sur le match les amis, let's go cacao. Allez, le match qui commence, et ça commence très mal comme je vous le dis, à la 7e minute. Le but, l'ouverture du score de Ben Yedder. Alors sur ce but-là, alors je vous avais parlé, Ben Yedder, le danger, et je vous avais parlé aussi de qui? De Golovin. Les deux joueurs sur le premier but. Golovin, un petit caviar en profondeur. Alors, je vais dire caviar, mais attention, il y avait des trous en défense. Et d'ailleurs, Meïté, excusez-moi, mais Meïté, là, sur cette action, il se fait bouffer dans le dos par Ben Yedder, qui a un gros cul comme ça. Il le prend de vitesse, il arrive à rester devant avec le ballon. Ça me dérange un peu que Meïté se fasse prendre de vitesse par Ben Yedder, qui est pourtant pas le plus rapide. Et derrière Ben Yedder, on connaît son côté chirurgical. Première occasion, bam, frappe croisée, pied gauche. Paul Lopez me semble un petit peu bizarre sur son placement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, Paul Lopez, je ne l'ai pas trop aimé dans ce match-là sur les deux buts. Surtout le deuxième, on va en parler après. Mais ce premier but déjà, c'est un petit peu délicat. Donnez-moi votre avis sur Paul Lopez, sur le premier but et le deuxième si vous voulez. Allez, j'enchaîne derrière avec la réaction dans les tribunes. Il y avait beaucoup de réactions de Pablo Longoria, vous allez voir, je vous montre. Regardez Pablo Longoria avec Mehdi Benassia. Ils ont l'air de se prendre la tête. Et moi, j'ai l'impression... Alors, j'ai pas pris la mienne comme réaction. Je ne sais pas si elle est juste derrière, peut-être. Ah mince, je l'ai loupé. Je l'ai loupé parce que la mienne, j'avais mis est-ce que ça ne concerne pas Vitinha? Parce que juste avant Vitinha, il manquait beaucoup de contrôle, de remise, de ci, de là. Il n'y a pas que l'occasion à la fin qu'il a manqué Vitinha. On va en parler. Mais Vitinha, je vais lui mettre un gros point dessus là tout à l'heure. Donc, est-ce qu'il parle pas de Vitinha? Benassia lui dit regarde-moi ton joueur de merde. Il fait qu'est-ce que tu dis toi? Lâche-moi. On dirait qu'il fait comme ça. Et en plus, regardez bien la tête de Pablo Longoria, il regarde le grand écran pour faire style « Oh putain, je suis filmé, alors je vais faire une réaction. » Je sais pas, c'est un petit peu un cinéma. Et derrière, Tessier qui fait vraiment office de patron. J'ai l'impression que c'est vraiment Tessier le patron. Il bouge pas, voilà, comme ça. Je sais pas, mais moi j'ai l'impression, je le ressens comme ça. Voilà, donc une réaction dans les tribunes et on verra une autre réaction après, tout à l'heure. Vous allez voir. À l'égalisation, on enchaîne derrière. N'hésitez pas à réagir à tout ce que je dis là. La réaction... Donc sur le but, on a rendu hommage à Bilal Nadir. Donc on a brandi son maillot avec le numéro 34 et on le voit dans les tribunes à côté de ça, je sais pas qui. Et il y a Quentin Marlin qui est juste en dessous, à ce que j'ai remarqué maintenant. Voilà, donc n'hésitez pas à réagir à tout ce que je veux aborde ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Il y a là ma réaction à moi. Il y a ma réaction à moi juste après le but. Et je disais, tout doucement dans Twitter, je disais, on prend doucement le dessus physiquement, vu notre supériorité numérique. On était à 11 contre 10. J'ai oublié de vous en parler. L'exclusion, le premier, avec la faute sur Vitinha à la 10e ou 11e minute, je ne sais plus combien. Donc il se fait attirer le maillot par Maripane. Quand même, Vitinha, il arrive à le prendre vitesse Maripane. Maripane qui a 3 charrettes et 4 je sais pas quoi derrière son cul. Mais il le prend de vitesse, il se fait exclure. C'est pas mal. On est à 11 contre 10. On prend le dessus physiquement, comme je le dis, vu notre supériorité numérique. Mais nos imprécisions dans les passes étaient impressionnantes. Cette première mi-temps, surtout, elle était dégueulasse. On va les payer sur un contre que je ne serais pas étonné. Et comme par hasard, il va avoir le but juste derrière. Parce que regardez, Steph, il me dit Steph le devin. Et oui, et d'ailleurs, je vous donne les chiffres du loto, là, si vous voulez. Regardez en bas, 2, 7, 11, 37, 49. Le complémentaire, le 7. Franchement, je le pense. Je le pense que c'est le vrai. Et derrière, comme par hasard, on a quoi qui arrive d'abord? Il y a la blessure. Les blessures de Klose. Alors attention, Gennaro Gattuso nous a rassuré dans la conférence de presse d'après-match. On va en parler après, parce que je vais relier un petit peu les réactions. Il nous a rassuré, il nous a dit « Je dois faire confiance aux joueurs et j'ai aussi parlé au docteur. A priori, ce n'est pas grave pour Jonathan Klose. » On espère, parce qu'au bout d'un moment, il nous manque les joueurs à la canne, on a des joueurs carqués, et si et là, au bout d'un moment, ça ferait chier quand même. Donc Klose, on peut être un peu rassuré. Mais derrière, on a le deuxième but, je ne vous le montre pas parce que j'ai pas envie de le montrer. J'avais fait la vidéo, mais bon, j'ai pas envie de le montrer, ça m'énerve. Donc le deuxième but avec... Alors, qui est le fautif sur ce deuxième but? Est-ce que c'est Aubameyang qui perd le ballon à 80 mètres du but? Ou est-ce que c'est le milieu de terrain qui est mal placé, qui est dans la surface, qui revient au trop? Parce que j'ai regardé Onana avec son gros cul comme ça. J'ai regardé Onana avec son gros cul, Kondogbia avec son gros cul. Je suis désolé de dire comme ça, mais au bout d'un moment, ça m'énerve. Je dois les voir trottiner comme ça au début de l'action et d'accélérer quand ils voient que ça va aller jusqu'au but. Ça marche pas. Ça marche pas pour moi. Moi, ça marche pas. Je l'ai regardé, les milieux de terrain. Dans la surface, ils regardent le ballon en contre. Trottine. Au lieu de revenir en trompe directement, de se replacer pour aider la défense, non, c'est Enrique. C'est Enrique qui fait l'effort. Regardez bien Enrique sur l'action. C'est lui qui revient le plus près presque. Avec Meïté aussi qui est en retard, qui traîne un petit peu Meïté. Meïté sur ce match, il n'a pas été super fort non plus. Il y en a un qui a été super fort, on va en parler tout à l'heure, c'est Balerdi. Alors donc 2-1 à la mi-temps.
malheureusement. Donc là, il nous montre peut-être l'un des meilleurs de cette première mi-temps, même du match, Enrique, pour ma part, qui a mis la misère à Kerrer. Voilà, on le voit là, il va le dribbler. Et derrière, on a la reprise de la deuxième mi-temps avec un but égalisateur de malade. Quel golasso qui nous a mis Balerdi. Franchement, cette frappe, elle est pure. Et c'est ce qu'on veut, des frappes de loin comme ça. Mais pas d'un défenseur. On peut l'avoir. Mais on voudrait que ça soit un milieu parfois. Verretou, on le sent capable d'avoir cette frappe-là. Parce que Verretou, pour moi, c'est le patron de l'équipe maintenant. Kondogbia, il doit avoir cette frappe-là. Il doit avoir cette frappe-là. Rongier, bon, malheureusement, il a une frappe de pucelle. Mais il devrait avoir cette frappe-là. Nos milieux, au moins, qui devraient avoir ces frappes-là. Et c'est Balerdi qui montre l'exemple. Franchement, Balerdi taille patron aussi aujourd'hui. Et il prend du poids. Et là, je me demande si, même si on le vend maintenant, ça me dérangerait. Même à 25 millions, même à 30 millions, ça me dérangerait quand même. Moi, je vous le dis, il faut le blinder. On verra cet été ce qu'il y aura comme proposition pour Balerdi. Mais pour l'instant, il faut le blinder. Donc, superbe but. Voilà. Donnez une note, tiens, pour le but de Balerdi. Moi, si je dois donner une note, 8 sur 10. Franchement, c'est une putain de belle frappe. Elle est pure, elle part bien sèche. Et il se met bien, il se la met bien, il se la mène bien à 25 mètres. Bam, ça va dans le petit filet. Parfaite. Et derrière, bon, on a le match qui continue. On domine. On se retrouve à 11 contre 9 parce qu'il y a un exclu du côté de Monaco à la 87e minute sur un deuxième carton jaune. Je ne sais plus c'est de quel joueur, mais on s'en fout de lui. On a des occasions. Comment il s'appelle? Vitinha qui manque une occasion à la 65, 70e, je ne sais plus quoi. Il frappe une fois pied gauche, c'est contré. Il a une deuxième frappe à faire. Mais qu'est-ce qu'il fait? Tire au-dessus. À 20 mètres au-dessus, il est à 2 mètres du but encore. Encore, je dis encore parce que la dernière occasion, c'est la plus terrible. Celle que je vous ai montrée en intro. Et celle-là, voilà. Je ne vous ai pas mis l'image parce que ça m'énerve de la revoir. Je vous ai juste mis là quand il se tient les balls. Pour moi, il a rien. Il a pas de talent, ce type. Je sais pas. Il a juste la course, le côté chien. Voilà. Mais nous, on veut pas de chien sur le terrain. On veut un joueur de football. Au bout d'un moment, si tu veux faire de la course à pied, si tu veux te battre, tu vas faire soit du MMA, soit tu vas sur le marathon ou ce que tu veux. Mais franchement, c'est terrible. Et là, je vous pose une question encore, tiens, pour Vitinha, parce qu'on va lui mettre une dose. Que dire, que faire, que mérite-t-il en note sur 10? 0,1 pour ses efforts ou moins 1 pour son œuvre? Parce que son œuvre, elle est terrible hier. Hein. Et il n'y a pas que le match d'hier, hein, parce que moi, je reviens au match de Rennes. Souvenez-vous-en de cette occasion. Luis Enrique qui fait le 1-2 dans la surface. Il lui remet à 2 mètres ou à 3 mètres du but encore. Mais il faut qu'il soit quoi? À 30 mm du but pour la mettre au fond? Non, il est à 2 mètres du but contre Rennes encore. Et il trouve le moyen de contrôler le ballon au lieu de frapper en force, de la mettre au fond. Comme là. Là, il doit enfoncer le ballon. Il ne doit pas hésiter. Il ne doit pas faire son petit saut de cabri et mettre les deux jambes comme ça, là, comme un abruti. Je suis désolé, mais Vitinha, t'es un... J'allais dire des bêtises, mais laissez tomber, sinon je rentre dans les insultes, il m'énerve. Donc combien vous accepteriez pour Vitinha? 10, 15, 2, 3, combien de millions vous voulez pour Vitinha? Allez, donnez votre prix pour Vitinha. C'est énervant, ça devient pathétique. Et là, on a la réaction de Matt Pokora. Je ne sais pas pourquoi je suis tombé sur lui. Voilà, je l'ai vu dans les réseaux. Vitinha, 35 millions. Non, c'est pas 35, t'as abusé, c'est 32. Joueur le plus cher de l'histoire de l'OM. Pablo, va falloir passer devant un tribunal pour un truc pareil. C'est très, très grave. Avec 5 millions, j'en trouve 74 en France. Des jeunes meilleur que lui. Alors, je sais pas si c'est le vrai Matt Pokora, j'en ai vu un autre, je pense pas. C'est peut-être un mec qui traîne dans les réseaux pour lui, ou je sais rien comment ça fonctionne. En tout cas, voilà, donc une belle réaction. N'hésitez pas à rigoler ou pas, je sais pas si c'est rigolo. Allez, et derrière, on a la fin du match, bien sûr, après l'occasion, parce que c'est la dernière occasion, celle de Vitinha. C'est ça le terrible pour lui. Parce que il manque cette occasion du but qui est tout fait pour lui. Derrière, il y a la bronca qui arrive. Il est obligé de rentrer comme un petit chien au vestiaire sans aller saluer les tribunes. Et ouais, non, mais là, je peux le comprendre, hein, qu'il rentre directement au vestiaire sans se retourner, la tête baissée. Parce que vous savez très bien comment c'est au Vélodrome. Là, il aurait pris la bronca terrible. Voilà, donc là, malheureusement, je vous avais demandé, hein. Je vous avais demandé dans la vidéo d'hier ou d'avant-hier, je sais plus. Non, hier, je vous avais demandé, Vitinha, est-ce que c'est pas la dernière fois qu'on va le voir? Je le sentais gros comme une maison, qu'il allait faire une dinguerie. Je pensais qu'on pouvait gagner ce match-là. On n'en était pas loin. Alors, je pensais que ça allait être 11 contre 11. Bah, en 11 contre 11, jamais on gagne le match. Moi, je vous le dis, on commence le match. Vu comme ça commence, on prend un but. Il y a 2 occasions derrière pour Monaco. Après, là, il y a l'exclusion qui nous sauve un petit peu. Ça s'équilibre un petit peu. 11 contre 10, et encore, on a du mal à 11 contre 10, je vous le dis. Et après, ça commence à prendre le dessus. C'est physiquement qu'on prend le dessus, c'est pas techniquement. Ouh là là, techniquement, ils sont largement au-dessus les Monégasques. Hein. Même avec des absences de leur côté. Vous prenez un Golovin, un Ben Yedder et un McLeish, mais je sais pas comment il s'appelle, c'est pas mal quand même, c'est pas mal. Moi, Golovin, je le prends tous les jours à l'OM. Golovin, c'est un régal ce joueur. Mais on va pas parler des autres joueurs parce que ça m'énerve. Voilà, on devrait avoir des joueurs comme ça normalement à l'OM. Ça doit pas être en face à Monaco de merde là. Fraudeur de fisc là.
Allez, je continue et justement avec la réaction que je vous ai promis. Alors j'ai caché un petit peu en jeune parce que c'est un petit peu insultant envers Pablo Longoria. Donc Gattuso et Pablo Longoria qui se prennent la tête dans les couloirs. Alors est-ce que ça concerne encore Vitinha? J'ai l'impression que c'est que pour Vitinha. J'ai l'impression que c'est que pour Vitinha les critiques de Benassia, de Longoria, de Gattuso. Regardez bien. Il écarte, il dit je comprends pas. L'autre Gattuso, il doit lui dire. J'ai l'impression que Gattuso, il lui dit mais c'est quoi ton joueur de merde là? Et lui, il dit mais je comprends pas, moi je comprends pas. Il était bon au Portugal. Il était bon. Eh bien, on n'est pas Portugal, Pablo. Et on n'est pas au Portugal. Le mec, il a qu'une saison, même pas une demi-saison en pro avec Braga. Voilà, il a percé, certes. Il a marqué des buts en Europa, d'accord. Mais c'était peut-être une période où tout lui réussissait. Et à l'OM, il n'y a rien qui lui réussit. Et on voit que le talent, il n'y a pas. Hein. Franchement, le talent, on le voit qu'il n'a pas. Les conduites de balle, les contrôles, les remises. Le jeu de tête, il est mauvais aussi. Et même quand on lui donne un caviar, putain, Verretou, la passe qu'il lui fait, c'est un caviar. C'est un bonbon. En plus, il s'arrache Verretou pour aller sur le côté droit, pour un dribbler deux joueurs. Il centre parfaitement au second poteau. Il va trouver le moyen de ne pas la mettre. Bon, allez, on regarde les notes, les amis. Et on va encore repréciser peut-être pour Vitinha. Donc les notes, bon, celle-là, je ne les lis pas. Je ne les lis pas parce que c'est trop long à lire, voilà. Vous avez Gattuso qui est noté 5 sur 10. Allez, donnez-moi vos notes. Donnez-moi vos notes de tous les joueurs, si vous voulez, ou de quelques joueurs que vous voulez, des tops, des flops, comme vous voulez. C'est vous qui choisissez. Commentez-moi les notes et les joueurs que vous voulez, les amis. Donc Balerdi, pour ma part, il fait partie des tops avec Verretou. Donc il a 6 sur 10. Par contre, là, la Provence, je trouve qu'ils ont déconné sur Verretou. 4,5 sur 10. La Provence, là, faut arrêter de fumer, faut arrêter de piper la nuit, là, je sais pas ce que vous faites. 4,5 Verretou, mais vous déconnez ou quoi? Mais sans déconner. 4,5 Verretou. 4,5, la même note que Kondogbia. Non, non, non. Vous mettez 4,5 à Kondogbia et 4 à Onana, on peut le comprendre. Onana, pour ma part, c'est un char d'assaut, je vous l'ai déjà dit. Hein. Pour l'instant, on va dire que c'est moyenasse. C'est pas dégueulasse, c'est moyenasse. Il a perdu quand même en première mi-temps beaucoup de ballons. Donc la première mi-temps, elle était dégueulasse. La deuxième mi-temps, ça allait mieux. Il était plus propre parce qu'il y avait plus d'espace au milieu vu qu'on était en seconde neuve. Mais sinon, après, point de vue gros cul, au bout d'un moment, j'en ai marre, moi. Il va à 2 à l'heure, Onana. Au Kondogbia aussi, hein, il a la ramasse hein, physiquement. Hein. Quand ça accélère au milieu, il a un peu la ramasse, pour ma part. Hein. Ça, c'est mon avis. Après, il y en a qui vont se l'encenser parce que Kondogbia, ça sonne bien, il a joué à l'Atlético et tout. Je m'en bats les couilles d'où il a joué. Il est mauvais avec nous, il est mauvais avec nous. Onana, il est mauvais, il est mauvais. C'est pas parce que c'est une recrue que je vais dire qu'il est bon. Luis Enrique, pour ma part, il fait partie des meilleurs joueurs. Tu mettrais Balerdi, Verretou dans les tops. Luis Enrique, pas loin. Donc Luis Enrique, 5,5, je trouve que c'est plutôt bon. Presque 6. Et derrière, après, bon, ben, catastrophique Vitinha. J'aurais peut-être mis même 1. Voilà, donc après 2, je pense qu'ils sont obligés. Parce que comme ils ont de l'encre à utiliser, le 0 prend plus d'encre, à mon avis. Même ah non, le 1, ils auraient pu le mettre, ça aurait fait moins d'encre. Voilà, Soglo qui a été un petit peu dans la difficulté, il aurait pu se faire expulser, n'oubliez pas. C'était un jaune orangé. Hein. Donnez-moi votre avis s'il devait prendre le rouge ou pas sur sa faute sur le genou. Voilà, Aubameyang, il était déplacé sur le côté droit, il a fait ce qu'il pouvait. Bon, il a manqué un petit peu des frappes. Hein. J'ai trouvé que ses frappes pied gauche étaient dégueulasses, un peu écrasées. Mais c'est moins pire qu'un Vitinha. Donc un 4,5, 5, je pense que c'est la bonne note. Garcia qui a fait un match correct. Franchement, Garcia, j'ai bien aimé. Il a tenté sa chance en plus 2-3 fois. Franchement, Garcia, j'ai aimé. C'était mieux que contre Rennes, largement mieux. Donc Garcia, c'est plutôt potable. Voilà, pour un remplaçant, si on me dit que c'est le remplaçant, je dis c'est pas mal. Voilà, après, Klose qui est sorti blessé pour 30 minutes, je sais même pas si je le note. Mais il avait mal commencé le match. Hein. C'est un peu comme tous les autres. Si je devais le noter sur 30 minutes, c'était pas terrible non plus. 3-4, pas plus. Et Paul Lopez, je vous l'ai dit, moi pour ma part, premier but, le placement bizarre. Le deuxième but, il va mollement, même s'il la met bien côté droit, j'ai l'impression qu'il est peut-être placé trop à gauche. Après, je ne suis pas gardien. Je dis peut-être des conneries. N'hésitez pas à réagir, vous, sur les notes, les amigos. Allez, on continue sur les notes. On va sur les notes de l'équipe. Elles sont peut-être différentes. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent l'équipe? Oui, l'équipe, elles sont différentes. Regardez, 6 pour Verretou, 6 pour Enrique, 5 pour Balerdi. Par contre, j'aurais mis un de plus pour Balerdi pour ma part. Et là, on serait pas mal. On serait pas mal, franchement. Je trouve que l'équipe a plutôt bien noté par rapport à Meïté. J'en ai pas parlé dans les notes de la Provence. Mais Meïté, pour ma part, un petit peu en dedans sur les buts. Hein. Franchement, le premier but, il se fait prendre dans son dos par
par l'autre aux grosses fesses, Ben Yedder, je pense qu'il est un peu dessus. Il devrait être un petit peu dessus. Avec Onana aussi, hein, au départ de l'action, il est à la ramasse, il se fait dépasser. Donc après, on va dire, bon, Balerdi normalement 6. Qu'est-ce qu'on peut changer comme note du côté de l'équipe ou non, c'est bon. Après Aubameyang, oui, 5, 4, 5, c'est bon. Et Vitinha, on peut le descendre un petit peu. Je pense que 3, c'est trop sympa. 3, c'est trop sympa pour Vitinha. C'est trop sympa, hein. Non, il ne mérite pas 3. Là, cette fois, c'est c'est terrible, c'est terrible. C'est terrible, c'est un Playmobil ce joueur, c'est de la merde. J'en peux plus, moi, j'en peux plus. Allez, je continue. Allez, des stats. 247 minutes. L'OM a joué 247 minutes en supériorité numérique en Ligue 1 cette saison. C'est au moins 107 minutes de plus que toute autre équipe. Mais l'OM n'a remporté qu'une seule des 4 rencontres concernées où il restait en supériorité jusqu'à la fin du match pour 3 nuls. On a fait 3 nuls. Alors, si je me souviens bien, les 3 nuls, c'est contre Metz, Nantes et Monaco. L'autre match qu'on a gagné en supériorité, je ne sais pas c'est lequel. Donnez-moi le match, je ne me rappelle même plus, tu vois. Je me souviens plus des matchs qui m'ont marqué le fait qu'on soit déçu que le match qui m'a marqué dans le fait qu'on ait gagné. Parce que cette saison, quand même, elle est terrible, les amis. Elle est terrible, cette saison. Si je devais noter notre saison là maintenant, ça serait un 4 sur 10. Et encore, je suis gentil. Franchement, vous prenez du plaisir, les amis. Le match hier, en tant que spectacle, il était intéressant. Mais après, on n'a pas pris de plaisir parce qu'on ne gagne pas. Mais le plaisir, avant tout, d'être supporter de l'OM, de son club. Il faut gagner, il faut gagner. L'OM doit être devant, pas derrière. On est à 10 points de Nice ou 9 points de Nice, sans déconner. Voilà, 9 points de Nice. D'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer le classement. Alors, je vous le remonte vite fait. Hop, je vous remonte vite fait. Est-ce qu'on a le classement ici? Hop, je reviens là. Voilà le classement. Vous le voyez, là, on est là, 6e, 29 points. Nice, il y a marqué bon, parce que c'est en anglais, c'est la traduction. Nice, ils sont à 38, 9 points d'avance. Et Monaco, il reste à 5 points. Derrière, il y a les matchs en retard pour Lille. Ils peuvent nous mettre à 3, ça fera 5 points aussi. Lille a 5 points. Lille, attention, Lille, c'est une belle équipe. Monaco, c'est une belle équipe. Ils peuvent rester devant, hein. Brest, je sais pas, mais on peut être sceptique sur eux. Ils ont quand même 5 points d'avance. S'ils gagnent, ils sont à 8 points d'avance. Ça fait beaucoup. Il reste que 15 matchs, les amis. N'oublions pas qu'il reste que 15 matchs. On n'est plus à 38 matchs là. On a 34 rencontres cette saison. Allez, je reviens sur Vitinha. On l'a fait. Sur les notes, on était où? Ici. Et on va ici. Voilà. Et on va sur la fin de ce petit débrief parce qu'on ne va pas déconner. On regardera le calendrier juste après. Verrez tout. Alors, pourquoi lui, je vous montre? Pourquoi lui? Pour moi, c'est le patron de cette équipe depuis le début de saison. Alors, il a été houspillé, peut-être parce qu'il a un look pas plaisant pour certains, je ne sais pas, n'hésitez pas à me dire. Est-ce que c'est sa famille qui vous dérange encore un peu ou je ne sais pas moi? En tout cas, on s'en fout de sa famille. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il montre sur le terrain. Je m'en fous de sa gonzesse qui est sur TikTok, sur machin mes couilles. Je m'en fous de son beau-père qui est en prison. Je m'en bats les steaks de tout ça. Moi, c'est le joueur sur le terrain qui compte. Et verrez tout ce qui monte sur le terrain, eh ben, il monte ses baloches. N'oublions pas, je le rappelle sans cesse, que lui, il est blessé depuis le début de saison à sa cheville. Là, ça va un peu mieux, mais il a eu un strapping à la cuisse toute la semaine. Il s'est quand même forcé à jouer parce qu'il aurait pu faire sa trompette à la Kondogbia et aux autres joueurs qui se maintiennent tranquilles en santé à 100%. Hein, voilà, donc lui, il est là. Et il a à chaque fois un rendu plutôt positif. Donc Verretou, pour moi, mériterait d'être quoi? Capitaine. Voilà, moi je le mettrais en capitaine. Devant même Rongier, je m'en fous. Mais Rongier, pour l'instant, il est blessé, il n'est pas encore là. Devant même Gigot, devant même Kondogbia hier, je ne comprends pas, moi, pourquoi c'est pas lui. Moi, je mettrais lui. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous ne mettrez pas Verretou en capitaine? Après, c'est pas ça qui va nous faire gagner. Mais au moins, lui, il est respectable sur le terrain. Allez, je continue avec le calendrier, les amis. Donc 2-2, vous l'avez vu. La prochaine journée, donc c'est dimanche. Et là, les quenelles, attention, Lyon, s'ils gagnent contre nous, au classement, déjà, ils vont revenir presque sur nous, parce qu'on n'est pas très loin d'eux, on n'est qu'à 9 points, un truc comme ça. Hein. Attendez, on refait un point sur le classement, juste pour voir où ils sont, Lyon. Ils ont perdu, hein, Lyon, encore. Ils ont 16. Ah non, ils ont 13 points de retard. D'accord, 13 points, ils reviennent à 10 points. Ok, je me suis enflammé, donc ils reviennent à 10 points. Mais vous savez comment ça fonctionne, il suffit qu'on perde contre Lyon, il y a une crise derrière. Et attention ce qui peut pas se passer derrière. On fait match nul à domicile contre Metz. On perd en Champions League, on n'y est même pas en Champions League. En Europa League, on perd contre Brest. On repère derrière. On peut faire un enchaînement terrible. Alors j'espère, là je suis pessimiste, parce que bon, quand même, on n'a pas nos retours de la CAN. J'aimerais bien que Chancel se fasse éliminer. Aujourd'hui, mon Chancel, je suis désolé, mais l'Égypte, si vous pouvez appuyer sur le champignon et éliminer la République démocratique du Congo, ça serait pas mal, on récupère au moins un bon joueur. Voilà, 2 bons joueurs avec Faris peut-être. Peut-être 3 même avec François-Régis Mug, qui aura peut-être sa place à la place de Vitinha, pourquoi pas, dans le groupe. Allez.
Allez, on enchaîne avec autre chose, les amis. Le calendrier, donc on en parlera prochainement pour les autres matchs. Et on enchaîne pour la fin. Et on va sur quoi? On va sur l'actu. Allez, on va sur l'actu. N'hésitez pas à réagir sur le match. Donnez-moi votre point de vue sur tout. Allez, une bonne nouvelle. On peut apprendre que Quentin Merlin était à l'entraînement hier. Il a effectué son premier entraînement sous ses nouvelles couleurs olympiennes. Au moins, lui, il n'est pas blessé. Donc, on va attendre de voir ce que ça donnera contre Lyon. Voilà, donc bienvenue encore à lui. Une fois et pour la dernière fois. Maintenant, montre-nous ce que tu as, s'il te plaît. Apporte-nous quelque chose. On n'en peut plus. Il nous faut une éclaircie dans cette, nuit sombre qu'on vit depuis un moment. Allez, on va du côté des supporters, les amis, avec le classement des tribunes. Championnat des tribunes à la mi-saison. Donc, ça concerne les 17 premiers matchs au Vélodrome. Le 18e qu'on a vécu hier, ça ne concerne pas ce match-là. Et l'OM est 5e cette saison. Ils sont plus premiers. Je crois qu'ils étaient premiers l'année dernière, si je ne me trompe pas. 5e derrière Lens, derrière le Stade Rennais, particulier ça. Strasbourg, qui sont toujours dans les premiers aussi. Et les Puputes qui sont premiers, mais de loin. Regardez, 253 points. Et l'OM qui est à 198 points. Alors, c'est pas très important. Je vais vous dire, c'est pas très important. Parce que moi, ce qui me concerne avant tout, c'est l'autre classement, le sportif, le vrai. Mais quand même, ça montre un petit peu une baisse peut-être d'intérêt, de ferveur dans le public. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ça ne montre pas quelque chose? Ça explique pas quelque chose qui se passe en ce moment, qu'il y a un désintérêt de certaines franges des supporters. Voilà, c'est ce que je pense, moi. C'est ce que je pense parce que ça va même peut-être changer dans pas longtemps parce que je vous dis, si on perd contre Lyon, à mon avis, la crise on y est. Et à mon avis, les Cyprès, ils vont pas tarder à chauffer. Allez, on continue avec les supporters, avec la Minute OM qui nous relaye un article qui est ressorti du côté du... Je crois que c'est Le Parisien. Oui, c'est marqué là. Le Parisien, vous avez l'article en entier là, mais je vous ai pris juste un passage que nous relaye la Minute OM. J'aurais pu en relayer plein, mais juste un. Un article très intéressant sur les capots. Les capots à l'OM. Pas les capots de voiture, c'est les capots, c'est ceux qui sont sur leur tribune là comme ça, qui font le spectacle, qui mènent un petit peu le bateau pour faire le spectacle dans les tribunes. Vous voyez ce que je veux dire? Alors Yanis Charaoui, qui est donc capot, la fonction principale d'un capot est d'animer sa tribune, de faire comprendre aux gens pourquoi on est là, c'est-à-dire d'encourager l'équipe dans la victoire comme dans la défaite. En virage, le capot est la première personne que les supporters voient, donc on se doit de ne jamais lâcher. Si l'OM est en train de perdre et que les gens voient que tu es dégoûté, ça va forcément se répercuter sur eux et donc sur l'ambiance. Si je lâche, j'ai 7200 adhérents qui lâchent aussi. Alors je pense que parfois les capots, bon là il abuse un petit peu. Je pense que des fois ils sont dégoûtés et c'est obligé qu'ils lâchent. Il a le côté supporter qui doit compter aussi avant tout. Si on est mené, par exemple, le match, on s'en souvient, pour ceux qui se souviennent à l'ancienne époque où ça se passait bien, quand on est revenu, on a fait la remontada, contre Montpellier, on est mené 4-0 à la mi-temps. Est-ce que vous pensez que le capot de l'époque, il était comme ça à faire toujours allez. À mon avis, il a attendu le premier but. Je me souviens pas, j'ai pas les souvenirs, mais il avait attendu le premier but pour la remontada, le deuxième but. Après, il commençait à s'encenser. Il se dit, ouais, il en reste plus que 2, allez. Et après, on en troisième, quatrième et le cinquième. Voilà, donc c'est un bel article à lire sur Le Parisien si vous voulez le lire. Allez, un petit point maintenant sur quoi, les amis? Sur la vente OM, pourquoi pas? Ça peut concerner la vente OM, c'est pas sûr encore. Allez, il y a la Kingdom of de compagnie, donc celle de Bin Talal, qui s'est déplacée. Une délégation de 10 Saoudiens à peu près, qui se sont déplacés du côté de Marseille, selon la Minute OM, qui nous relaie qui Kouz OM et Nami machin. Donc, je m'en fous, moi, des sources. C'est pas le sujet. Je vais pas me prendre la tête avec ceux qui n'y croient pas, ceux qui y croient, ceux qui disent que c'est des charlatans et tout. Je m'en fous, c'est juste pour relayer. Voilà, c'est des rumeurs et tout. Je reste sur le domaine du rumeur. Je suis en mesure de confirmer l'information délivrée hier soir par machin. Une délégation saoudienne liée à Kingdom Holding Company repartira de Marseille ce mercredi 31 janvier 2024. Je n'ai pas d'informations sur la date de leur arrivée ainsi que sur la raison de cette venue. Bravo à vous. Alors, le bravo à vous, c'est un petit peu abusé. Le bravo à vous, pas la peine de le dire. Voilà, les mecs, ils font que du relais d'informations, de la rumeur peut-être. Voilà, faut pas non plus s'enflammer, les amis. Voilà, donc réagissez si vous avez envie. Les amis, est-ce que ça concerne la vente? Est-ce que ça concerne autre chose? Parce que ça peut concerner peut-être l'achat de bâtiments, de ci, de là, je sais pas. Mais en tout cas, peut-être que c'est toute autre chose. Voilà les amis, donc on va arrêter sur cela. Vitinha va te faire enfiler, voilà, en brochette.
Voilà, si tu peux dégager du club, ça me ferait du bien. Franchement, j'en peux plus de toi. Je t'ai défendu depuis un certain temps. Depuis le début, je t'ai défendu. J'ai pas arrêté de te défendre. J'ai dit, attendez, laissez-lui le temps. Et si, là, c'est un fragile. Et s'il est jeune. Enfin, il est jeune. J'avais dit quand même, au début, j'étais un petit peu sceptique sur la jeunesse. Quand même, 23 ans, c'est plus jeune dans le football maintenant. Et ben maintenant, c'est bon. Je crois que j'ai assez vu. J'ai assez vu. Il faudrait quoi? Il faudrait qu'on te prenne les pieds à ta place et qu'on tire à ta place. Je sais pas, moi. Je sais pas. Je sais pas, il faudrait qu'on te mette, je sais pas, un mec qui te rentre dans ton fion, qui prenne ta place dans ton corps et qui tire à ta place. Vous voyez ce que je veux dire? Putain, c'est énervant. Je parle n'importe quoi, mais c'est énervant. Ça m'énerve et j'ai envie d'arrêter parce que sinon, je vais rentrer dans les insultes. Alors, je vais vous souhaiter de passer un bon dimanche. Voilà, on va regarder combien de temps on a fait. Voilà, et je vais vous demander, les amigos, de me donner la force. Voilà. Allez, à chaque match, je vois que vous vous en foutez les vidéos. Il faut pas s'en foutre, les amis. Il faut réagir. Faut donner des likes, de la force à Seb. Allez, on y va, let's go. Allez, on n'est pas content du match, mais on continue ensemble. Les amis, on passe de bons moments. J'espère que ça vous plaît, les vidéos. Et bah, moi, ça me plaît de le faire. Et si ça vous plaît, ça me plaît. Si ça me plaît, ça vous plaît. Allez, vive le foot chez Seb H Foot. Et surtout, allez, le